Pour identifier nos renforçateurs, on peut remplir des grilles, les grilles que je vais montrer. Donc, vous pouvez trouver ces grilles à télécharger sur le lien indiqué en dessous. C'est des grilles qui sont intéressantes dans le sens où elles vont classifier les renforçateurs par modalité sensorielle, par modalité visuelle, auditive, il y a du cinétique. Et ça va nous permettre d'identifier un petit peu qu'est-ce que l'enfant apprécie plus comme modalité sensorielle. Et ça peut être intéressant aussi quand on se pose des questions, bah tiens, on va trouver du nouveau matériel, on va trouver des nouvelles choses pour l'enfant. Si on sait dans quelle modalité sensorielle il a plus de plaisir, bah on peut se diriger vers cette modalité sensorielle. Ou quand on va chercher des cadeaux pour l'anniversaire, pour Noël, essayer de trouver des choses qui correspondent à la modalité sensorielle de préférence. Donc sur une grille de cette façon-là, on va prendre différents renforçateurs potentiels et puis à chaque fois on va noter est-ce que c'est un renforçateur ou oui, non, c'est un petit peu, moyennement, beaucoup. Et ça nous donne tout un profil de renforçateur potentiel de l'enfant. Là, on a les renforçateurs visuels, on peut avoir les renforçateurs auditifs, écouter de la musique, les livres à musique, sifflets, cloches, tambours, etc. Et puis comme ça, ce type de liste, ça peut nous donner des bonnes idées. Se dire, ah tiens, je n'avais pas pensé à tel type d'activité, ça va peut-être lui plaire comme renforçateur. Donc à la prochaine brocante où on va aller, eh ben, peut-être qu'on va essayer d'acheter ce type d'activité. Renforçateur auditif, renforçateur tactile. Voilà. Il y a aussi sur la grille complète les renforçateurs cinétiques et d'autres catégories. Pour identifier les renforçateurs donc, on va utiliser au fur et à mesure avec les enfants avec autisme pour enseigner des nouvelles compétences. On peut identifier par entretien. On peut essayer d'identifier des renforçateurs par entretien, demander aux personnes qui gravitent autour de l'enfant ce qu'il aime bien faire. On peut structurer les entretiens de différentes façons. Interroger sur ce que l'enfant aime bien faire tout au long de la journée. Interroger sur ce qu'il aime bien faire dans tel lieu ou avec telle personne. Comme ça va nous donner une idée vraiment globale de tout ce que l'enfant aime bien faire. Ça peut, je dis bien ça peut, permettre d'identifier des renforçateurs. Pourquoi j'ai dit ça peut ? Parce que toute préférence, toute chose que l'enfant aime bien faire n'est pas forcément un renforçateur. Tous les renforçateurs vont faire partie des préférences, mais l'inverse n'est pas vrai. On peut préférer telle ou telle chose, mais que ça ne soit pas un stimulus, une activité qui soit suffisante pour modifier notre comportement. Sur cette partie du module sur les renforçateurs de Canal Autisme, on parle de l'utilisation des renforçateurs. Pour augmenter les comportements, il va falloir qu'on les renforce. Pour bien renforcer, pour bien utiliser les renforçateurs, il y a différentes règles. On va les passer les unes après les autres. Et quand on arrive à bien maîtriser ces règles-là, on peut tirer le meilleur parti de cette loi, ce qu'on appelle la loi de l'effet, c'est-à-dire le fait qu'un comportement va continuer, va perdurer, va augmenter en fonction de ses conséquences. Et que si le comportement est renforcé, et s'il est bien renforcé, on va pouvoir l'augmenter et que l'enfant puisse apprendre des nouvelles choses qui lui seront utiles au jour le jour dans sa vie. La première règle, quand on parle de la bonne utilisation
des renforçateurs, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut renforcer, sélectionner le comportement. Ça peut paraître un petit peu évident, mais ce n'est pas si évident que ça. On l'a dit un petit peu plus tôt, pour savoir qu'est-ce qu'on veut renforcer comme comportement, il faut que le comportement soit défini. Et attention à nos définitions. Parce que si les choses ne sont pas suffisamment claires, un coup on va renforcer un comportement, un coup un autre et un coup un autre. Et en fin de compte, l'enfant ne va pas acquérir les compétences qu'il est censé acquérir. Pour sélectionner le comportement à augmenter, il faut qu'on l'identifie spécifiquement, que le comportement soit décrit de façon observable, de façon mesurable, de façon spécifique. Décrire le comportement, le définir pour que le maximum de gens autour de l'enfant puissent agir d'une façon cohérente, que tout le monde aille dans le même sens. Pour définir le comportement, on donne des exemples. Si notre comportement a augmenté, c'est que l'enfant soit propre. Là, ce n'est pas un comportement. C'est pas bien défini. La propreté, ça peut recouvrir énormément de choses. Ça peut être de demander quand on a envie de faire pipi, ça peut être d'aller aux toilettes quand on lui dit d'aller aux toilettes, ça peut être de se retenir entre deux passages aux toilettes, donc que le pantalon reste propre, que la culotte reste sèche entre deux passages aux toilettes. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut pouvoir définir. Et une fois que c'est bien défini, on sait à quel moment on va pouvoir renforcer le comportement. Manger seul, de la même façon, ce n'est pas spécifique. Il faut qu'on puisse définir un petit peu plus qu'est-ce que c'est manger seul. C'est utiliser sa cuillère, c'est utiliser la fourchette, c'est piquer, c'est amener à sa bouche, c'est manger sans qu'il y ait de nourriture qui tombe à côté. C'est très vague. La deuxième règle pour une bonne utilisation des renforçateurs, c'est de choisir les renforçateurs. On a vu juste avant une grille qui nous permet d'identifier les renforçateurs. Maintenant, une fois qu'on a cette grille, il faut qu'on les choisisse. Savoir quels sont les renforçateurs qu'on va utiliser, les renforçateurs conditionnés, les renforçateurs qui sont acquis, les renforçateurs innés. Une fois qu'on a bien sélectionné nos renforçateurs, les stimuli qu'on va utiliser, il faut aussi qu'on prenne en compte, c'est la troisième règle, le contexte précédent. C'est l'exemple de tout à l'heure. Si on sait qu'on a un enfant qui apprécie énormément jouer avec sa toupie lumineuse, que cette toupie lumineuse, on sait que ça peut être un très bon renforçateur, parce que vraiment ça procure beaucoup de plaisir à l'enfant, il apprécie énormément cette toupie lumineuse. Mais si l'enfant, dans la demi-heure précédente, il a déjà passé un quart d'heure avec sa toupie, est-ce que la toupie va être aussi renforçante que s'il n'avait pas joué pendant un quart d'heure? Donc c'est pour ça que la troisième règle pour bien utiliser le renforcement, c'est de considérer le contexte précédent, considérer ce qui s'est déjà passé avec ce renforçateur auparavant. C'est ce qu'on appelle comme concept les OM, les opérations motivationnelles. C'est un concept un petit peu avancé en analyse du comportement. On va le simplifier en disant la motivation de l'enfant. Considérer cette motivation qui change en permanence. Est-ce que le renforçateur, le stimulus que je veux utiliser va être suffisant pour modifier le comportement? Est-ce que ce renforçateur n'a pas déjà été utilisé pendant déjà pas mal de temps? C'est, pour un autre exemple dans nos vies quotidiennes, quand on commence à avoir très faim parce qu'on n'a pas mangé depuis 2, 3, 4, 5 heures, la nourriture va être renforçante. Si on sort de table,
la nourriture va plus du tout être renforçante. C'est ça qu'on entend par le contexte précédent, c'est-à-dire on fait référence à l'état de l'organisme et cet état varie selon les différents événements et les événements externes et évidemment ce qui se passe aussi à l'intérieur. Bon, ça on l'a un petit peu vu. Ce contexte précédent, il nécessite d'évaluer, il nécessite d'être évalué tout au long de la séance, toute la journée. Et comment on l'évalue? On l'évalue en regardant les réactions de l'enfant, en lui proposant les choses et éventuellement en changeant de renforçateur. L'autre aspect qui est très important à prendre en compte quand on parle des renforçateurs, c'est la taille du renforçateur. La taille ou sa force, dans le sens où on peut penser, on peut faire l'analogie entre un renforçateur et entre guillemets un compensateur. C'est-à-dire que la difficulté de ce qu'on va demander, la difficulté de la tâche ou la durée de la tâche, les efforts que l'enfant va devoir fournir doivent être compensés par un renforçateur qui soit en taille ou en quantité ou en force suffisant. Sous-entendu, quand on va enseigner aux personnes avec autisme, utiliser des plus gros renforçateurs, des meilleurs renforçateurs, des choses encore plus appréciées en fonction de la difficulté de ce qu'on leur propose. Et si c'est des choses qui sont plutôt faciles, utiliser des renforçateurs qui soient moins forts. On peut se dire à certains moments, oui, mais là j'utilise les renforçateurs, je lui donne accès à quelque chose qu'il aime bien une fois qu'il a fait ses efforts, une fois qu'il s'est engagé dans le comportement, mais le comportement, il ne l'apprend pas. Elle ne l'apprend pas. Une des raisons pour lesquelles peut-être l'enfant n'apprend pas le comportement, c'est que le renforçateur n'est pas en proportion avec l'effort fourni. Donc ça, c'est une question qu'on va se poser. Quand on a des programmes qui n'avancent pas ou des apprentissages qui ne se font pas, est-ce que le renforçateur est un vrai renforçateur? Est-ce que le renforçateur est suffisant par rapport à l'effort demandé? Quand on travaille par exemple sur tout ce qui va être les praxis, au niveau des praxis mucofaciales, tout ce qui va être lié à la prononciation des mots, ça peut être extrêmement coûteux pour des enfants avec autisme. Et si on s'engage pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure de séance à travailler uniquement sur les praxis, quelque chose de très coûteux, si l'enfant ne peut pas obtenir un gros renforçateur à l'issue de ce travail-là, il y a des risques que, les comportements ne soient pas renforcés et que, 2, ça occasionne des comportements problèmes. Donc cette taille du renforçateur, c'est vraiment quelque chose, un paramètre à bien prendre en compte et à savoir quand, entre guillemets, mettre une double dose de renforçateur, quand féliciter encore plus et quand, à un certain moment, féliciter un petit peu moins. Ce dernier point, si un renforçateur est trop petit, il peut même être perçu comme une punition. Il est aussi assez important à avoir en tête que pour certains enfants, quand on va fournir le renforçateur, si le renforçateur ne correspond pas à ce qu'ils ont l'habitude d'avoir, là, ça peut être vécu comme une punition. On peut imaginer un enfant à qui on apprend à demander du jus, à prononcer le mot jus. Donc on apprend, on travaille pour qu'il puisse bien prononcer le mot jus. Il arrive à dire le mot jus, et puis on lui verse un tout petit peu de jus dans son verre.
l'enfant pourrait quelque part se dire, qu'est-ce que c'est que ces histoires? J'ai fourni d'énormes efforts, j'obtiens un tout petit peu de jus. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc là, il peut le vivre même comme une punition et se dire, mais ça sert à rien de prononcer le mot jus pour obtenir juste ça. Donc voilà, il faut qu'on fasse très attention à ce paramètre de taille, de quantité du renforçateur. Un point qui là est absolument incontournable quand on parle des renforçateurs, c'est l'immédiateté du renforcement. En particulier quand on travaille avec des enfants qui ont un niveau de développement assez bas ou qui ont des déficits importants ou des déficits associés, il faut que notre renforçateur, pour une efficacité maximum, soit donné juste après, immédiatement après le comportement. Ça nous permet d'être sûr que le renforçateur renforce bien le comportement et ça nous permet d'être sûr qu'on ne va pas, par inadvertance, renforcer un autre comportement. Si on attend un petit peu, si on attend 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, il y a plein d'autres choses qui vont se passer entre le comportement voulu et l'arrivée du renforçateur. Et le renforçateur renforcera plus du tout le comportement voulu, voire renforcera d'autres choses, et certaines inappropriées. Après 30 secondes, le renforcement est plus efficace du tout. Après 5 secondes, il a déjà perdu quasiment toute son efficacité. Donc, dans le doute, il faut se dire qu'on renforce immédiatement. Les enfants, au fur et à mesure de leur développement, sont capables d'attendre l'arrivée d'un renforçateur. Ils sont capables d'attendre que la récréation arrive pour pouvoir avoir le droit de prendre le vélo, s'il a gagné le droit de prendre le vélo. Mais il faut immédiatement féliciter l'enfant et lui dire, par exemple, écoute, tu as très bien fait toutes les activités de travail qui étaient demandées. Donc, à la récréation, tu auras droit au vélo. Au moins, socialement, verbalement, qu'on puisse immédiatement renforcer. La dernière règle pour l'efficacité des renforçateurs, c'est de penser à utiliser des renforçateurs naturels. Ce qu'on disait dans notre classification sur les renforçateurs artificiels et les renforçateurs naturels. Si on trouve des renforçateurs naturels, des choses qui sont directement liées à la tâche, directement liées au comportement, là, ça va perdurer. Nous, la plupart de nos comportements sont maintenus parce qu'ils sont reliés à des conséquences naturelles. Quand on va le matin appuyer sur le bouton du café pour que le café coule, ce qui est renforcé, c'est l'obtention du café, c'est naturel. Il n'y a pas quelqu'un qui est là à côté de nous en train de nous dire « Félicitations, bravo, tu as bien appuyé sur le bouton ». C'est quelque chose de tout à fait naturel et ça devrait être notre objectif final. Les comportements artificiels, les renforçateurs artificiels, on est très souvent obligé de les utiliser au début des apprentissages pour mettre un petit peu quelque chose en plus, pour que l'enfant se rende vraiment compte de l'intérêt qu'il a à s'engager dans le comportement. Mais après, si le programme ABA, si les procédures sont bien mises en place, le comportement devrait pouvoir arriver vers des renforçateurs naturels. C'est pour ça qu'il est très important de travailler sur la communication, d'enseigner la communication aux enfants avec autisme, et en particulier le fait de pouvoir exprimer leurs envies, leurs besoins, leurs désirs, parce que dans ces cadre-là, le renforçateur est vraiment naturel. Je veux
boire quelque chose, je dis boire, j'obtiens à boire. Je veux un jeu, je veux le DVD, je dis le nom du DVD, j'obtiens le DVD. C'est un renforçateur naturel et c'est pour ça que le comportement va pouvoir perdurer dans le temps. Un dernier point sur ce qu'on appelle les programmes de renforcement. Un programme de renforcement, c'est la façon dont on renforce un comportement. Est-ce que je renforce le comportement à chaque fois qu'il apparaît, à chaque fois que l'enfant met une pièce de puzzle? Est-ce que je félicite juste une fois de temps en temps? Est-ce que je félicite toutes les 20 secondes, les 40 secondes? Là, c'est un domaine de recherche absolument gigantesque et tous les mois, il y a des nouveaux articles scientifiques qui paraissent sur les programmes de renforcement. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais juste garder bien en tête que quand on commence à enseigner une compétence lors du début de l'apprentissage, il faut qu'on puisse renforcer à chaque fois, ce qu'on appelle un programme de renforcement continu, renforcer à chaque fois, féliciter à chaque fois, en respectant les règles, les 6 règles qu'on a vues auparavant, et en particulier l'immédiateté. Et ensuite, une fois que l'enfant va commencer à acquérir la compétence, une fois qu'il va commencer à savoir faire les choses par lui-même, qu'il n'aura plus besoin de notre aide, de nos guidances, là, on peut commencer à féliciter de moins en moins. Féliciter 2 fois sur 3, 2 fois sur 4, 1 fois sur 3, etc. Féliciter, renforcer de moins en moins pour arriver à quelque chose qui ressemble le plus possible au milieu naturel. Le milieu naturel où on n'a pas tout le temps quelqu'un derrière nous en train de nous donner des renforçateurs, de nous dire bravo ou de nous faire des chatouilles.